L'Iran est clair, Hormuz ne sera plus jamais comme avant. Mesdames et messieurs, si la bataille des armes entre les États-Unis et l'Iran semble avoir pris fin, une autre bataille commence. Les autorités iraniennes ont annoncé que le détroit d'Hormuz ne pourrait plus jamais revenir comme avant. C'est désormais une réalité indéniable. Donc, mesdames et messieurs, un autre bras de fer s'ouvre désormais entre les États-Unis et l'Iran. Il faut le noter au passage, mesdames et messieurs, l'Iran a obtenu d'autres choses qu'elle n'espérait pas avant le début de ce conflit. Donc, il faut s'en dire que visiblement ce conflit a plutôt créé un effet inverse bénéfique pour l'Iran. Les sanctions d'il y a 47 ans sur la République islamique se verront désormais levées. Le gel des avoirs iraniens se verra désormais levé. Et les milliards iraniens qui sont depuis longtemps embrigadés par les États-Unis dans toutes les banques au monde ont désormais reçu l'aval d'être dégelés, mesdames et messieurs. Et cerise sur le gâteau, l'Iran annonce que non, le détroit d'Hormuz ne sera plus jamais ouvert libre. Il y aura des droits de passage. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle les buts de guerre. L'Iran adopte désormais la stratégie des États-Unis et de tous les puissants de ce monde. On ne peut pas gagner la guerre sans obtenir les buts de guerre. Donc la victoire iranienne aujourd'hui se traduit sur le fait qu'elle obtient désormais les buts de guerre. Scénario qu'on n'imaginait pas il y a de cela 4 mois. L'Iran est en train de chercher à élaborer une autre taxe. Mesdames et messieurs, la taxe sur les câbles marins qu'on n'évoque pas trop. Les GAFAM, les géants d'Internet, désormais visiblement se verraient de payer une grosse taxe pour les câbles Internet qui transitent le détroit d'Hormuz sous le détroit d'Hormuz. Donc, mesdames et messieurs, l'Iran sort plus que renforcé. Militairement, les États-Unis annoncent avoir visé des cibles, avoir détruit les infrastructures. Mais les gains iraniens après tout cela, mesdames et messieurs, se révèlent très colossal. Les États-Unis ont déclenché un conflit pour finalement faire des cadeaux à l'Iran. Et l'Iran qui a désormais donc la route ouverte, un boulevard ouvert pour désormais recommencer à développer son balistique calmement, son uranium calmement pour atteindre le but ultime, bien que les États-Unis ne font que crier sur tous les toits qu'ils ont reçu l'assurance qu'ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Les présidents changent, ne l'oubliez pas. Et Donald Trump n'est pas éternel, il s'en ira. L'Iran recommencera sa bataille avec les présidents américains depuis les décennies, jusqu'à ce qu'elle atteindra son but. Écoute. Oui, c'est un texte en 14 points, similaire à la version iranienne qui avait été publiée par une agence de presse en début de semaine. Alors, il y a ces points que l'on connaît déjà, sur lesquels l'administration Trump communique depuis plusieurs jours. La réouverture du détroit d'Hormuz, la levée du blocus américain, l'engagement aussi de l'Iran à ne jamais posséder d'armes nucléaires. Et puis, ce texte, il prévoit aussi la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, la levée des sanctions américaines contre l'Iran, le dégel des avoirs iraniens. Et puis, ce texte, il prévoit aussi ce plan de reconstruction dont on vous parlait il y a quelques jours. Le plan de reconstruction de l'Iran qui s'élève à 300 milliards de dollars au moins, financé par les États-Unis. Vous savez, cette clause qu'avait pourtant démenti Donald Trump en début de semaine sur son réseau Truth Social, il l'avait qualifié de fake news, parce que Donald Trump, il voulait en fait garder, en tout cas pour l'instant, le contenu de ce texte secret. Il a jusque maintenant très peu communiqué sur ce protocole d'accord, à part évidemment donc sur la réouverture du détroit d'Hormuz et sur la question de l'uranium enrichi. Donald Trump qui a justement annoncé hier depuis la France une conférence de presse. Il donnera une conférence de presse pour, je cite, lire ce protocole d'accord à la virgule près aux médias. Alors il n'a pas donné pour l'instant de date précise, il a simplement indiqué qu'il voulait attendre la cérémonie de signature vendredi pour ensuite donner cette conférence de presse. Nous allons vers une fin immédiate et durable des hostilités entre l'Iran, les États-Unis et leurs alliés, avec un engagement de non-agression côté américain. Les États-Unis s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, ainsi que le principe de non-ingérence dans les affaires internes. La levée du blocus naval américain est déjà effective, et les navires iraniens ont traversé le détroit ce matin. On assistera à un retrait progressif des forces américaines après la conclusion de l'accord final. L'Iran s'engage à rétablir la circulation maritime dans le golfe Persique et la mer d'Oman sous 30 jours. Il est précisé que ces voies, avant le conflit, étaient déjà ouvertes à la navigation. De plus, les États-Unis ont mis en place un plan de réhabilitation et de développement économique de l'Iran
financés à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par eux-mêmes et leurs alliés régionaux, avec la possibilité d'une participation d'investisseurs occidentaux. Washington s'engage également à lever progressivement l'ensemble des sanctions. L'Iran de son côté confirme qu'il ne cherchera jamais à se doter de l'arme nucléaire. Un engagement déjà pris dans les accords de 2015 avec Obama. L'Iran pourra à nouveau exporter librement son pétrole et ses services associés. La libération progressive des fonds et des actifs iraniens gelés sera également mise en œuvre. Au final, selon les termes présentés, cet accord ne comporte aucun avantage direct concret pour Israël. L'Iran a reçu 150 milliards de dollars pour signer la paix. Et ce sont les États-Unis, les pays du Golfe et même l'Afrique qui ont donné cet argent. Alors je vous le dis mes amis, la guerre d'Israël a coûté très cher au monde. Rendez-vous compte qu'il s'agit d'un plan qui est approvisionné par tous les continents sauf l'Europe. Regardez bien, les pays du Golfe, les États-Unis, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, soi-disant des entreprises qui vont financer un programme d'investissement. Non, 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 c'est un programme de reconstruction directement dans la poche des Iraniens. Et sur ces 300 milliards de dollars que vous voyez ici, il y en a déjà la moitié qui ont été donnés à l'Iran. Et c'est Reuters, un média anglo-saxon qui nous le dit, donc a priori, c'est vrai. Il y a deux choses totalement dingues, mes amis. Premièrement, c'est que Israël ne paye pas. Tout le monde va payer à l'Iran, sauf Israël, alors que c'est eux qui ont fait la guerre. Deuxième chose, c'est que l'Iran a une victoire totale. Même les sénateurs américains le reconnaissent parce qu'il y a ce programme de 300 milliards. Mais en plus de ça, on leur retire des sanctions et on va même leur rendre des actifs. Voilà, la victoire de l'Iran est absolue. Israël et les États-Unis sont battus et c'est la première fois depuis bien longtemps. Bon courage à ceux qui vont survivre. Trump a toujours en tête un changement de régime. On parle d'un changement de régime. Je crois qu'il va y en avoir un, puisqu'il ne reste plus personne du premier groupe de dirigeants. Ils sont tous morts. Le deuxième groupe est mort aussi. Une partie du troisième groupe est également mort. Mesdames et messieurs, attention aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique sont un monstre froid en diplomatie. Je le répète, les États-Unis d'Amérique sont un monstre froid en diplomatie. Mesdames et messieurs, ça recommence. On nous parle ce soir de 2 manifestants exécutés en Iran. Et ça recommence encore le même scénario. Trump croit toujours à un changement de régime. Est-ce que vous pensiez que les États-Unis lâcheraient facilement Israël? On nous a annoncé qu'ils sont allés signer un accord de paix à la vite fait, sans que Israël ne soit assis sur la table. Et à peine l'accord de paix a été signé, mesdames et messieurs, que Donald Trump au G7 en France commence encore à parler d'un changement de régime. Il croit toujours à un changement de régime. Ce qui veut dire que lorsque le régime sera changé, il aura des personnes plus dociles. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se passer? Les accords qui viennent d'être signés seront nuls et sans effet. On retournera à la case départ. C'est pourquoi vous comprenez une fraction d'Iraniens qui disaient que ces accords ne servent à rien. Il ne faut jamais faire confiance aux États-Unis. Ce sont des personnes avisées, ce sont des personnes éprouvées. Et là, mesdames et messieurs, Donald Trump ramène encore l'option de changement de régime. C'est-à-dire que les États-Unis ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller sur le terrain de la confrontation directe avec l'Iran et qu'il fallait temporiser les choses et laisser l'impression à l'Iran qu'elle est en train d'obtenir tout ce dont elle a besoin, temporiser un peu les choses et repartir encore de plus belle. Si Donald Trump aujourd'hui est en train de parler, mesdames et messieurs, encore d'un changement de régime, ça veut tout dire. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, il est en train de vouloir rouler les Iraniens dans la farine. Et par conséquent, les Iraniens seraient en train de faire erreur en s'asseyant sur une table pour signer les accords de paix. Qui se souvient de Vladimir Poutine lorsqu'il dit que les États-Unis et l'Occident avaient trompé Gorbatchev? Et par le passé, ils avaient donné une simple parole à la Russie que le temps ne va pas se déplacer d'un pouce vers l'Est. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Non seulement ils ont pris la leçon du fait que Vladimir Poutine les reprochait, mesdames et messieurs, qu'ils avaient donné une parole verbale, ils sont allés à une échelle supérieure. Ils signent des accords même avec le BIC, mais ils peuvent les bafouer à tout moment. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs,
que l'Occident, les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Même si vous vous asseyez sur une même table et que vous signez avec un bic, tout cela peut être remis en question parce que c'est eux qui définissent le monde et le nouvel ordre mondial à leur convenance. Les Mollahs ont gagné cette guerre. On écoute. Colère et trahison, oui. Rien que de l'imaginer est déjà un crime. Mais vraiment, parce qu'en plus de voir Trump se réjouir d'une victoire en se vantant d'avoir fait mieux qu'Obama, c'est une vaste blague, et d'entendre les Européens se réjouir unanimement de cet accord, moi je trouve que c'est honteux. Pour moi, c'est en même temps une capitulation, un gâchis et effectivement un abandon, et un très grave abandon. D'abord, c'est une capitulation parce que non seulement, là encore une fois, je vous parle des termes de l'accord que nous connaissons. J'ai pas eu un coup de fil secret pour savoir exactement ce qu'il en retournait. Ça se trouve dans 2 semaines, tout ça n'existe pas. Mais de ce que nous savons aujourd'hui, c'est que non seulement les Mollahs ont gagné, ils ont récupéré tout, enfin, ils sont restés dans un statu quo qu'ils voulaient, mais ils ont même récupéré ce qu'ils n'espéraient même plus. C'est-à-dire, ils vont pouvoir continuer de construire leurs missiles balistiques. Ils vont pouvoir continuer à financer les proxys, en l'occurrence le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, les milices irakiennes, et ça, tout ça dans la jeune mer. Et en tout cas, vous avez raison, ces questions ne sont même pas évoquées dans le protocole. Pour l'instant. Pendant des années, l'objectif affiché était clair. Contraindre l'Iran à abandonner une partie de ses ambitions stratégiques en exerçant une pression maximale. Sanctions économiques, isolement diplomatique, menaces militaires, frappes directes et indirectes. Tout a été utilisé pour forcer Téhéran à reculer. Pourtant, si les grandes lignes de l'accord évoqué aujourd'hui se confirment, une question dérangeante se pose, mesdames et messieurs. Qui a réellement obtenu ce qu'il voulait? Car l'Iran reste debout. Son régime est toujours en place. Ses capacités balistiques demeurent un élément central de sa stratégie de défense. Plusieurs de ses réseaux d'influence régionaux continuent d'exister. Après des mois de confrontation, l'objectif d'une transformation profonde de la posture iranienne ne semble pas avoir été atteint. C'est là que la comparaison avec l'accord de 2015 devient inévitable, mesdames et messieurs. À l'époque, aucun conflit majeur n'avait été nécessaire pour parvenir à des restrictions importantes sur le dossier nucléaire. Aujourd'hui, après des mois de tensions et de pertes humaines, certains observateurs estiment que l'Iran ressort avec davantage d'atouts qu'il n'en avait lors des précédentes négociations. Voilà pourquoi certains parlent non pas d'une victoire diplomatique occidentale, mais d'un succès stratégique iranien. Lorsqu'un adversaire subit la pression la plus forte imaginable et conserve malgré tout l'essentiel de ses lignes rouges, il devient difficile de prétendre qu'il est le principal perdant de l'histoire. Et là, tout est clair que l'Iran est sorti vainqueur. Nous sommes le mardi 16 juin, il est 13h. Donald a encore fait des éloges des dirigeants iraniens et il vient d'appeler le président syrien à combattre le Hezbollah. Il vient d'affirmer que la République islamique est dirigée par des personnes très raisonnables et il a exprimé sa préoccupation pour la reconstruction de l'Iran qui va prendre de nombreuses années selon lui. Oui, sauf que cette nouvelle guerre psychologique qui consiste à prendre les Iraniens par les sentiments ne fonctionnera pas. Et une nouvelle fois, il vient de tacler le premier ministre israélien en disant que la Syrie peut s'occuper du Hezbollah si Israël ne peut pas le faire. Selon lui, si l'armée israélienne ne peut pas mener ses opérations contre le mouvement libanais sans faire de victimes civiles, alors dans ce cas, la Syrie a largement les moyens et la méthode pour le faire. Depuis 48 heures, le président américain n'a pas cessé de jeter des fleurs aux dirigeants iraniens pour les amadouer pour la suite des négociations, mais les Iraniens ne sont pas nés de la dernière pluie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle n'existerait pas sans les États-Unis, c'est ce que nous dit Donald Trump, mes amis. Nous sommes le 16 juin et il a même proposé que ce soit les Syriens qui interviennent face au Hezbollah. Et on n'est pas habitué à des propos comme ça de la part des États-Unis qui nous disent ici que finalement Israël n'existe que par l'intervention de Washington. Et c'est vrai, puisqu'en 1973, dans la guerre du Kippour, sans Washington, Israël aurait disparu. Mais il allait encore plus loin. Il a critiqué les méthodes de Tsahal au Liban en disant qu'il n'était pas nécessaire de faire tomber un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un du Hezbollah et que peut-être même les Syriens feraient un meilleur boulot là-bas que Israël. Voilà précisément les mots de Donald Trump qui demande l'invasion du Liban par la Syrie. Si Israël ne sait pas faire le taf sans liquider tout le monde, peut-être que les Syriens feront mieux le boulot. Et les Syriens ont d'ores et déjà répondu. Le président terreau de la Syrie, Ahmed al-Shara, ancien Mohamed al-Julani, engagé dans l'État islamique, nous dit donc que non, il ne fera pas la guerre face au Hezbollah et que ça ne l'intéresse pas.
Sauf que, mes amis, ça démontre bien un changement d'alignement des États-Unis. En tout cas, sachez qu'aux États-Unis, à la droite de Donald Trump, il existe un vrai mouvement qui comprend que Israël est un danger pour la politique extérieure américaine. Et ça, mes amis, peut-être que Donald Trump commence à le comprendre. Bon courage à ceux qui vont survivre. Nous sommes le 16 juin. Je tenais à partager avec vous ces quelques informations sur l'accord qui sera signé vendredi entre l'Iran et les États-Unis. Ça y est, le lieu a été choisi. Ce sera dans ce complexe hôtelier suisse de Bergenstock, près de Lucerne en Suisse. Il a été choisi par les médiateurs pakistanais et qataris, un lieu difficile d'accès et donc facilement sécurisable. Et comme les détails de cet accord ne sont pas connus du grand public, Trump s'est engagé à en faire une lecture complète à la virgule près, dit-il, pour le porter à la connaissance de tous lors d'une prochaine conférence de presse. Sinon, les autorités iraniennes viennent d'affirmer que le blocus naval américain a été entièrement levé avant même la signature officielle de cet accord. Et pour finir, la Chine prévient que la prochaine phase des négociations sera la plus difficile et que les choses sérieuses vont enfin commencer puisqu'il sera question du nucléaire iranien et des ambitions de la République islamique dans ce domaine. C'est simple à expliquer. Ce qui s'est passé au détroit d'Ormuz. Tu connais ton contrat d'assurance ou téléphonie, téléphone fixe. C'est exactement ça. On reconnaît la puissance iranienne, c'est ça qui est en train de se passer comme une puissance importante à l'échelle en tout cas de la région. CNN révèle, les agences de renseignement américains ont fait leur évaluation et l'Iran peut désormais fermer et rouvrir efficacement le détroit à volonté, à l'avenir, ce qui signifie qu'il a acquis une puissance nouvelle, une capacité à nuire l'économie mondiale en conséquence du déclenchement de la guerre. Oui, merci, mais enfin c'est pas vraiment un scoop. Hein. Je veux dire, on savait déjà depuis longtemps que les Iraniens pouvaient ouvrir et fermer le détroit comme ils voulaient. Hein. Il l'avait déjà fait, donc je veux dire c'est pas nouveau. Et ce sera toujours le cas. La guerre sera encore plus le cas puisque là aujourd'hui on leur concède ce droit. Mais c'est ce que Trump est en train de le faire. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est, je crois, hein, que les Américains et Donald Trump n'arrêtaient pas de répéter, on a détruit toute leur marine. Bien compris, il y a 60 jours de gratuité, mais il y avait quand même un petit caractère, l'idée que comme les abonnements. Après, voilà, il faudra s'abonner, quoi. Très clairement. Et ça passera à l'as discrètement. Voilà, Donald Trump sera passé à autre chose d'ici là. Je sais pas si t'es chez Bouygues Télécom ou je sais pas Orange, SFR qui sont en train de vendre ou quoi d'autre, Free. Comment ils font pour avoir les nouveaux clients? Les 2 premiers mois gratuits. Disons, 3 premiers mois gratuits. Ou à moitié prix. Mais à partir du 4e mois, c'est plein pot. Ou ton contrat d'assurance, par exemple. Tu fais tellement d'accidents responsables que on t'a chassé de l'autre assurance. Donc, tu as été négocié avec l'autre assurance. On dit, bon, toi, t'es un vrai... T'es un vrai cascadeur, mais bon, on a besoin des clients. Ok, pour ton bonne arrivée, tu vas payer 50 euros. 50 euros pendant 2 mois. Mais à partir du 3e mois, vu que t'es un cascadeur, tu vas payer 150 euros par mois. Ouais, c'est exactement ce qui va se passer au détroit d'Ormuz. C'est aussi simple à expliquer. En gros, pendant les 60 jours de négociations, le détroit d'Ormuz, les gens ils peuvent repasser à partir de vendredi apparemment. Ils peuvent repasser gratuit. Ça pour servir quelque chose. Ça pour faire quelque chose. Mais au bout des 60 jours, c'est payant. Et ça laisse aussi le temps aux gens, pendant ces 60 jours, de se déclarer. Déclarer tes impôts. Tu t'appelles comment? C'est quoi ta société? Vous êtes basé où? C'est quoi le siège? L'adresse mail. Faut préparer le RIB. Tout est bien. 60 jours. Tac. Caché. Le 27 février, le détroit d'Ormuz, c'était libre. C'était gratuit. Voilà. Et au passage, je vous offre cette belle image du détroit d'Ormuz. Le 15 juin, bien ensoleillé, soleil couchant. Ils se moquent de nous, hein. Première réunion de travail au sommet du G7 à Évian-les-Bains, donc. Le président Trump, que le chancelier Merz tente de dérider à la pause avec pour cadeau un t-shirt de football, numéro 47 bien sûr, évoque une très bonne réunion. Donald Trump se félicite d'avoir mis fin à la guerre en Iran. Rien n'est moins sûr, mais toutes ces initiatives sont restées vaines jusqu'ici pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. On nous demande d'applaudir. Mais applaudir quoi exactement? Qu'une guerre qui n'aurait jamais dû atteindre ce niveau de tension se termine enfin? Qu'un détroit stratégique redevient libre alors qu'il était déjà avant l'escalade? Mesdames et messieurs, c'est là que commence mon problème. Parce qu'en géopolitique,
Il ne suffit pas de regarder la photo finale. Il faut regarder le film entier. Quand une maison brûle, le héros n'est pas automatiquement celui qui arrive avec un seau d'eau. Il faut aussi se demander qui a joué avec les allumettes. Aujourd'hui, Trump se félicite d'avoir ramené le calme, d'avoir sécurisé le détroit d'Ormuz et d'avoir obtenu un accord. Très bien. Ce que beaucoup refusent de voir, c'est que le véritable bilan ne se mesure pas seulement à la paix retrouvée. Il se mesure au prix payé pour revenir à une situation qui existait déjà avant la crise. Des marchés secoués, des populations inquiètes, des armées mobilisées et une région entière placée sous tension. Alors oui, la paix est toujours préférable à la guerre, mais transformer un retour au statu quo en victoire historique, sans parler du coût de la crise elle-même, c'est précisément ce qui divise aujourd'hui l'opinion. La vraie question n'est donc pas qui a signé la paix. La vraie question est, cette crise était-elle nécessaire pour en arriver là? Voilà le débat que personne ne veut avoir. Comment Trump peut se féliciter d'avoir ramené la paix quand c'est lui qui est venu avec des allumettes? Ça n'a pas de sens. Non, je refuse d'applaudir. Regardez le spectacle de Trump. Les vassaux vont rigoler quand même. Écoutez. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Ok. Ça résume bien tout ce qui s'est passé pendant les 3 jours du G7. Ça résume bien. Il y avait une réunion entre tous les membres du G7, plus les invités, plus le G7, plus là. Eux tous étaient autour de la table, ils ont entendu des minutes et des minutes, silence radio. Il arrive, on lui dit, t'es en retard, I'm the boss. Et puis il répond, je suis le boss. Normalement, dans ce genre de situation, si vous êtes sur le même pied d'égalité, vous faites quoi? Vous n'êtes pas content. Vous faites des petits pics, des leçons de morale et tout. Mais eux tous, ensemble, ils ont rigolé. I'm the boss. Je suis le boss, je vous fais attendre. Vous attendez, vous n'êtes pas content, levez-vous et puis partez. Et puis ils rigolent. Et puis c'est pas tout. Eux tous, ils se sont mis en rang hier pour faire des cadeaux à Donald Trump. Ils sont debout. Donald Trump est assis. Il vient, il lui tape à l'épaule. Donald Trump regarde, cadeau. Metz, par exemple, a donné un maillot de l'équipe d'Allemagne. Chacun son cadeau, son tour. Et ce soir, dîner aux chandelles au château de Versailles, organisé par Macron pour Donald Trump. Voilà, pour un gars qui vient de déclencher une guerre qui a mis tout le monde dans la, désolé du terme, dans la merde, dans le monde entier. Les prix ont augmenté, il y a eu des problèmes ici en France. On lui offre comme ça un dîner. Le plus grand dîner, quand tu reçois un chef d'État, le plus grand dîner au château de Versailles, on lui offre ça. Tranquille. I'm the boss. Et quand je vais dire que on est vassaux, que les pays européens sont vassaux des États-Unis, voici la preuve. Voici la preuve. Et regardez son petit rictus. I'm the boss. Et puis il leur rigole au nez et ils répondent en rigolant. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Et leur fameux accord perdant pour les Américains, perdant pour les Occidentaux. Macron qui prend la parole pour dire que c'est un bon accord. Ils ont tout gobé. Tout ce que Trump est venu leur dire, ils ont tout gobé, ils sont assis dessus. Et puis le G7 est fini, ils vont rentrer chez eux. He's the boss. Voilà. Nous sommes le mardi 16 juin, il est 9h20. Trump a déclaré qu'Israël ne tiendrait pas 2 heures face à l'Iran et il a qualifié les dirigeants iraniens de pragmatiques. Dans un entretien au New York Times, il a dit que, pour être honnête, Benjamin Netanyahou devrait nous être très reconnaissant d'être parvenu à un accord avec les Iraniens, car sinon, Israël ne tiendrait pas 2 heures face à l'Iran. Effectivement, cet accord avec la République islamique ne passe pas auprès de la totalité des hommes politiques israéliens qui parlent d'un matin difficile pour Israël. Certains d'entre eux ont qualifié Netanyahou de malade, de faible et de sans influence. Ils ont critiqué cet accord en disant qu'il injecte des milliards au régime des ayatollahs et il laisse les infrastructures nucléaires iraniennes intactes. Trump a également décrit le guide suprême Mujtaba Khamenei et l'ensemble des dirigeants iraniens de pragmatiques. Comme quoi, la vérité finit toujours par s'imposer et l'emporter sur le mensonge. L'Ukraine frappe en plein Moscou.
Écoutez. Autre dossier brûlant du jour au G7, je vous le disais, la guerre en Ukraine. Le face-à-face Trump-Zelensky aura lieu aujourd'hui dans un contexte où l'Ukraine poursuit ses frappes en Russie. Regardez ces images impressionnantes. Kiev a revendiqué une attaque contre ses raffineries à Moscou, la capitale. Une attaque revendiquée comme une riposte à l'intensification de la campagne aérienne russe au lendemain de dégâts de drones sur un complexe monastique classé par l'UNESCO dans la capitale ukrainienne. On vous avait montré ces images. Les autorités minimisent les dégâts matériels pour ne pas céder une victoire psychologique aux Ukrainiens. Alors je vous résume le contenu des communiqués qui sont diffusés par les autorités depuis ce matin et relayés par les agences de presse russes. L'incendie est maîtrisé, le fonctionnement de la raffinerie n'est pas endommagé, il n'y a pas de victimes et tout est sous contrôle. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Pendant des années, on nous a expliqué que la Russie allait écraser l'Ukraine, que la question n'était pas de savoir si elle gagnerait, mais quand elle gagnerait. Pourtant, plus de 4 ans après le début de cette guerre, que voyons-nous? Une Ukraine qui continue non seulement à se défendre, mais qui est encore capable de frapper des infrastructures stratégiques au cœur même de la Russie. C'est incroyable. La dernière attaque contre une raffinerie dans la région de Moscou n'est pas simplement un fait divers militaire. C'est un signal stratégique majeur, mesdames et messieurs. Car lorsqu'une guerre dure aussi longtemps, la question n'est plus seulement qui possède le plus de chars, le plus d'avions ou le plus de soldats. La vraie question devient qui est capable d'imposer sa volonté à l'autre. Et sur ce point, mesdames et messieurs, la Russie se heurte à une réalité difficile. Si après plus de 4 ans de conflit, l'Ukraine peut encore lancer des opérations en profondeur sur le territoire russe, cela signifie que Moscou n'a pas réussi à neutraliser complètement son adversaire. Cela signifie aussi que les défenses les plus protégées du pays ne sont pas impénétrables. Mais attention, mesdames et messieurs, cela ne veut pas dire que la Russie est faible ou qu'elle est en train de perdre. Cela veut dire quelque chose de beaucoup plus important. La victoire rapide et totale qui semblait évidente au début n'a jamais eu lieu. Et dans une guerre, lorsqu'un adversaire que l'on pensait pouvoir soumettre continue encore à vous frapper 4 ans plus tard, c'est déjà en soi une réalité stratégique qu'il devient impossible d'ignorer. C'est fait, la Russie a sifflé la fin de la récréation. Un navire russe, l'amiral Grigorovitch, un bâtiment de 4000 tonnes qui appartient à la flotte russe, qui a effectivement tiré, vous savez, ces opérations commando contre les pétroliers de la flotte fantôme russe. Ce que l'on sait, c'est que ce navire russe, un navire de guerre donc, a tiré à peu près à 20 000 nautiques de l'île de White. Et ça intervient dans un contexte très particulier, parce que dimanche, des commandos britanniques de la Royal Navy ont arraisonné justement un pétrolier pour justement le détourner et le saisir et infliger une amende. Ce tir qui est quand même inquiétant parce que il faut savoir que la marine russe militaire, elle escorte désormais les pétroliers de la flotte fantôme à travers la Manche. Et donc pour la flotte britannique comme pour la flotte française qui cherche à arraisonner ces pétroliers fantômes, il y a un risque effectivement de confrontation avec les navires russes. La Russie vient d'envoyer un message clair. Elle est prête à la confrontation et l'avertissement n'est pas à prendre à la légère. Mesdames et messieurs, désormais, la Russie a décidé que sa marine va escorter ses pétroliers. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Où que ce soit que ces pétroliers iraient dans le monde, la Russie est prête à escorter ses pétroliers pour les protéger contre toute attaque, contre tout raisonnement. Mais c'est incroyable. De qui se prennent-ils et de quoi se prennent-ils, ces Français et ces Britanniques, qui se pensent les rois du monde, les justiciers du monde, au point où ils veulent freiner le compresseur économique russe. Eux, ils ne possèdent pas les hydrocarbures. Mais il faut manifester sa jalousie vis-à-vis de la Russie qui possède le pétrole, qui possède le gaz, au point où on va aller à mer, saisir les navires russes qui portent les hydrocarbures russes sous peine qu'ils sont en guerre contre la Russie depuis 2022, guerre que la Russie est en train de mener avec l'Ukraine. Et de quoi je me mêle? Ils ont donc décidé de pourrir la vie à la Russie, de stopper son essor économique par quelque manière que ce soit. Désormais, le message de la Russie est clair. La marine russe a tiré, non pas pour blaguer, mais c'est pour dire désormais, quiconque, que ce soit les Français, que ce soit les Britanniques et quiconque encore, essaiera de mettre la main sur un navire russe, devra faire face aux conséquences. Et la Russie, apparemment, n'est plus dans les tirs de sommation. Mais, nettement, elle est prête à la confrontation. Petite tension hier ou grande tension, c'est à toi de voir.
entre yachts britanniques et frégates russes dans la Manche. Ça a failli se terminer en... Oui, on a pu reconstituer les faits. Il y avait deux protagonistes, une frégate russe, un bâtiment militaire de la flotte russe, une frégate de 115 mètres de long, porteur de missiles aussi, qui s'est retrouvée face à un yacht privé. Et menaçant, entre guillemets, d'entrer en collision avec la frégate. Qu'a fait la frégate? Elle a tiré des sirènes, des signaux d'alarme, et à 150 mètres, le capitaine a décidé de lancer des coups de semonce. C'est assez inédit. Coup de semence, ça veut dire qu'on lance des projectiles juste devant, c'est à proximité du bateau. l'avertissement ultime avant. Oui, avant de couler le bateau. Voilà. Donc, ça se passe à peu près à 20 000 nautiques de l'île de White. C'est dans les eaux internationales, donc. Et les Russes disent aujourd'hui, on a tout fait pour éviter une collision et c'était pas un acte d'attaque ou quoi que ce soit. Et les Britanniques ce soir ont tendance un peu à relativiser l'incident en parlant d'un incident isolé et qui n'est pas forcément lié au climat de tension qui reste. Il y a plusieurs informations à retenir, plusieurs choses à retenir. La première, c'est qu'il y en a qui disent que c'est des premiers coups, de semences, enfin, coups de fusil, tout ce que vous voulez, dans la Manche depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, jusque-là, ça reste symbolique. Deuxième information, les Britanniques qui essaient de minimiser. Ça reste quand même une information à prendre au sérieux. Troisième chose, c'est que il y a des analystes qui disent que ça n'a rien à voir avec le yacht privé. Et que ça a à voir avec les Britanniques qui ont arraisonné un navire fantôme russe il y a quelques jours. Que c'est les Russes, c'est leur façon de se venger. De dire que on va pas céder. On va toujours passer là et que on va se protéger, on va se défendre. Et vous n'allez plus toucher à nos navires. Et aussi, dernière information, selon la chronologie des Russes, c'est le yacht qui s'est rapproché trop dangereusement de leur frégate. Je sais pas. Je sais pas qui croit, parce qu'il y en a qui disent que le yacht il était très loin, et qu'il faisait rien du tout, il n'était pas dangereux et tout, que les Russes ils abusent. Sauf que c'est toujours comme ça, des versions contre versions, on n'a pas la preuve. Après, c'est à vous de me le dire. Moi, je vais dire 60%, je pense que les Russes ont essayé d'envoyer un message aux Britanniques. Et 40%, le yacht, il a pu aussi provoquer un yacht civil qui a pu aussi provoquer, ou c'était un yacht plutôt de l'armée britannique qui essayait de venir provoquer les Russes là, à cet endroit-là, pour essayer de créer encore un tollé en plan G7. Je sais pas, aidez-moi. Je suis perdu. La Russie escorte désormais ses pétroliers et le prochain tir ne sera pas une sommation. Vraiment, ce qui me choque, c'est l'histoire de ces bateaux qui escortent la flotte fantôme. Parce que c'est là qu'il peut y avoir une escalade. Et imaginez qu'un bateau britannique veuille arraisonner un bateau en bon droit. Qu'est-ce que va faire le bateau russe? Il ne va pas s'opposer au bateau britannique qui est en train de faire appliquer le droit de la mer. Donc je ne vois pas très bien à quoi sert cette démonstration de force russe. Qu'est-ce qui vous choque? Soyez choqués ou pas choqués, ce qui est sûr, le prochain tir ne sera pas une sommation. Ça sera du réel. Vladimir Poutine, je vous avertis, il est sorti de sa lenteur. Pour ceux qui l'ont qualifié de lent, de trop patient, maintenant, les décisions sont plus pragmatiques. Alors, mesdames et messieurs, on est en train de nous parler là de droit international. Lorsqu'on nous a dit que Vladimir Poutine a violé le droit international en 2022, on l'a fermé toutes les portes des pays européens et en Occident. On est allé jusqu'à nous parler d'un mandat d'arrêt international. Voilà le parallèle avec Donald Trump qui a violé de même le droit international. Il a lancé une attaque, des frappes massives, une guerre contre un pays souverain. Des milliers d'Iraniens ont été tués, il faut qu'on le dise. Mais néanmoins, il a été accueilli à Evian au sommet du G7 en grande pompe, avec même des cadeaux. On a vu le chancelier allemand faire un cadeau de maillot allemand à Donald Trump. On a vu les accolades de Macron qui ont pourtant dit que la guerre américaine en Iran était illégale, était inacceptable, etc. Mais cela ne les a pas empêchés d'embrasser Donald Trump. On a même vu des scènes ubuesques où Donald Trump est arrivé en retard à une réunion de travail et
Et il attendait gentiment. Et quand il est arrivé, il a dit « Je suis le boss ». Mesdames et messieurs, on fait face là aux 2 poids 2 mesures. Ce n'est plus étranger pour personne. Mais c'est incroyable qu'on nous parle aujourd'hui de droit international. Ce qui est certain et avéré, la Russie escorte désormais ses navires avec la marine russe. Quiconque donc veut essayer quelque chose avec la Russie, hier, un tir de sommation a été donné à l'endroit des navires britanniques. Le prochain tir, je vous rappelle, ne sera pas un tir de sommation et vous ne pourrez rien faire.